Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver ce soir pour parler de la stimulation cardiaque. Merci au comité de la AFRA pour cette opportunité et merci à Dr Al Moussalami pour son excellente présentation. Nous allons ce soir explorer les bases fondamentales de la programmation du pacemaker avec un focus sur les modes VVI et DDD. La majeure partie de l'iconographie utilisée est retirée du livre de Dr Serge Barold, Cardiac Pacemakers Step by Step, et des conférences du Dr Pierre Bordachard de la Transatlantic Fellowship Training. Quelques illustrations sont recopiées des livres de Practical Cardiovascular Medicine de Elias Hanna et du chapitre Pacemakers Programming and Device Interrogation de Timothy Betts et Julien Ormerod. L'objectif de la présentation est d'offrir une compréhension claire des modes de stimulation VVI et DDD, leurs indications et la programmation. Je vais commencer par des concepts de base de la simulation. Cette partie a été traitée par mon confrère et ami Dr Zaridi. Toutefois, je vous en refais un aperçu. Le pacemaker, aussi appelé stimulateur cardiaque, est un appareil électronique de petite taille, généralement implanté sous la peau ou sous clavier, et qui émet des impulsions électriques à intervalles réguliers pour s'assurer que le cœur bat à une fréquence normale, surtout quand le système cardio-intracteur intrinsèque est compromis. Il existe plusieurs types de pacemakers adaptés à différentes conditions. On distingue les pacemakers temporaires qui sont utilisés de manière provisoire en post-op par exemple, et les pacemakers permanents implantés pour une utilisation à long terme. Un pacemaker se compose principalement de deux parties. Un générateur de pulsation ou boîtier contient la batterie et les circuits électroniques pour générer les impulsions électriques, et les sondes, qui sont des fils conducteurs qui transportent les impulsions électriques du générateur jusqu'au niveau du myocarde et peuvent être fixés dans différentes cavités cardiaques selon le type de trouble à traiter. Celle-ci reste le maillon faible de cette technologie sophistiquée. Elle se compose d'un conducteur, un connecteur, un isolant et une zone de fixation. La batterie standard depuis les années 70 est la batterie au lithium-iodure. Cette batterie a généralement une durée de vie moyenne d'environ 10 ans, bien que cela soit influencé par la fréquence et l'amplitude des sorties. L'anode produit des ions lithium et libère des électrons. Ces derniers seront collectés par la cathode pour produire des ions iodures. Au centre de la batterie, ces ions se combinent pour former l'iodure de lithium. À mesure que l'iodure de lithium s'accumule, il augmente la résistance interne de la batterie jusqu'à épuisement de la cathode, produisant la caractéristique impédance élevée de la batterie qui indique sa fin de vie. On utilise des termes spécifiques pour définir l'état de la batterie. Le BOL, Beginning of Life, est le début de vie de la batterie au moment de l'implantation. On a généralement un voltage de 2,8 volts et une impédance de moins de 1 kΩ. Le RI, Elective Replacement Indicator, ou bien l'indicateur de remplacement électif, est quand le voltage de la batterie devient de moins de 2,4 volts et l'impédance arrive à 5 kΩ. Le EOL indique la fin de vie de la batterie. Le voltage est de moins de 1,1 volt et l'impédance dépasse les 5 kΩ. Vous avez en rouge la tension de sortie et en vert l'impédance de la pile. Et donc, lorsqu'on va vous demander de remplacer la batterie, la tension du générateur est un peu abaissée et l'impédance a un peu grimpé, mais après cela, ça va aller extrêmement vite suivant une courbe exponentielle. Un pacemaker ne détecte pas le CG de surface. Il détecte la différence de potentiel entre deux électrodes, généralement entre l'extrémité distale et l'anode proximale dans une sonde bipolaire, ou bien entre l'extrémité distale et le boîtier dans un système unipolaire. La différence de voltage produit un électrocardiogramme intracardiaque appelé EGM qui représente la dépolarisation locale. La sensibilité peut être programmée. La valeur de sensibilité représente l'amplitude minimale de l'EGM local qui est enregistré comme un événement détecté. Tout composant de l'EGM inférieur à la sensibilité programmée est ignoré. La sensibilité idéale permet une détection appropriée des événements intrinsèques avec une large marge de sécurité en cas de diminution de l'amplitude de l'EGM local, comme pour les extrasystoles ou pour la fibrillation atriale. Si la valeur de la sensibilité est trop élevée, cela peut entraîner une sous-détection de l'activité atriale ou ventriculaire, ce qui conduit souvent soit à une stimulation inappropriée ou à un échec de suivi. Si le pacemaker est trop sensible, des activations électriques erronées comme des myopotentiels peuvent entraîner une inhibition ou un suivi inapproprié. Le scénario le plus courant est la surdétection de la repolarisation ventriculaire et son comptage comme une nouvelle dépolarisation. La sensibilité est exprimée en millivolts
Elle qualifie la capacité du stimulateur cardiaque à correctement détecter les événements cardiaques spontanés. Elle concerne les ondes P et les ondes R. Qu'en est-il des sorties? Le pacemaker génère une impulsion à une tension spécifique pendant une période de temps définie par décharge d'un condensateur. Le condensateur est chargé par la batterie et comme, et comme la sortie de la batterie est généralement aux alentours de 2,8 volts, des stimuli de tension plus élevés nécessitent une charge et une décharge simultanée de deux ou trois condensateurs parallèles, ce qui raccourcit la durée de vie de la batterie significativement. On parle de seuil de stimulation. Le seuil de stimulation est exprimé en termes de tension et représente la plus petite tension de sortie requise pour initier une onde de dépolarisation. La durée de l'impulsion étant fixe, par exemple à 0,5 millisecondes, et la tension est réduite par étapes pour déterminer la tension minimale requise pour la capture. Dans certains appareils plus anciens, la sortie de tension étant fixe, par exemple 1 millivolt, et c'était la durée de l'impulsion qui était variable afin de déterminer la durée la plus courte nécessaire pour obtenir la capture. En enregistrant la force minimale du stimulus requise pour capturer les muscles cardiaques à plusieurs durées d'impulsion différentes, il est possible de construire une courbe tension-durée. À des fins pratiques, la réobase est la force minimale du stimulus à la durée d'impulsion programmable la plus longue qui produira une réponse. La véritable réobase est la tension à laquelle la courbe force-durée atteint son asymptote, c'est-à-dire devient un plateau. La chronaxie est la durée d'impulsion la plus courte qui produit une réponse lorsque la tension du stimulus est fixée à exactement deux fois la réobase. La livraison d'énergie la plus efficace se produit lorsque la durée de l'impulsion est égale à la valeur de la chronaxie. Cependant, une marge de sécurité adéquate est nécessaire. Il est courant de programmer les pacemakers à deux fois le seuil de tension avec une durée d'impulsion entre 0,4 et 0,5 millisecondes. Nous allons parler de tout ça en détail dans un peu de temps. Une approche combinée entre la société nord-américaine et la société anglaise de stimulation et électrophysiologie a permis de définir un code international de classification des différents modes de stimulation. Les divers modes de stimulation sont qualifiés par un code à quatre lettres permettant de comprendre leur fonctionnement de base. La première lettre définit les sites de stimulation qui peut être le ventricule V, l'oreillette A ou bien les deux en D. La deuxième lettre définit le site de détection avec les mêmes lettres. La troisième lettre indique le mode de fonctionnement, inhibé avec I, déclenché avec T, qui veut dire triggered, ou bien les deux avec D. Il existe souvent une quatrième lettre, c'est le R, qui indique un mode d'asservissement de fréquence. Cela signifie que le dispositif dispose de capteurs qui augmentent la fréquence cardiaque en fonction de l'activité. On peut rajouter aussi une cinquième lettre si présence d'une stimulation multisite. Les modes AOO, VOO et DOO permettent une stimulation en simple ou en double chambre. Aucune détection n'est possible, donc la stimulation est asynchrone. La fréquence de stimulation est fixe à la fréquence minimale programmée sans inhibition par les événements spontanés dans la cavité concernée. Le seul intervalle à programmer est l'intervalle de stimulation ou l'intervalle de fréquence minimale. Ce sont des modes sous-aimants et qui sont réservés actuellement pour faire des tests. Il ne faut pas les utiliser vu le risque arythmogène par stimulation sur l'onde T ou sur l'onde P. Les modes sentinelles sont des modes simple chambre qui signent par la détection d'un signal. L'indication préférentielle du mode AAI est la dysfonction sinusale pure avec préservation de la conduction AV. Au moment de l'implantation, il est donc important de vérifier la qualité de cette conduction au reculo-ventriculaire. Ce mode est peu utilisé en pratique car le risque de BAV à long terme se discute, nécessitant ainsi une réintervention. Un pacemaker en mode VVI possède une seule sonde de détection et de stimulation dans le ventricule droit. Il stimule le ventricule lorsque l'intervalle entre deux complexes QRS est plus long que la limite de secours, appelé aussi intervalle de fréquence minimale, en anglais lower rate interval. Par exemple, une limite de 1 seconde correspond à une fréquence cardiaque de 60 battements par minute. Il ne détecte et ne stimule pas l'atrium et ne fait pas suivre l'atrium par le ventricule. Chez les patients en rythme sinusal, le mode VVI peut entraîner une dissociation auriculo-ventriculaire et une perte de la contribution de l'atrium dans le débit cardiaque. La stimulation VVI est principalement utilisée dans la fibrillation auriculaire chronique, où l'oreillette ne peut être ni stimulée ni suivie. Elle peut être aussi une option acceptable chez les patients âgés et sédentaires présentant un bloc auriculo-ventriculaire. Certaines écoles le préconisent, c'est les jeunes enfants en mode VVIR.
La simulation VVI peut entraîner un syndrome du pacemaker. Ce syndrome se caractérise par de la fatigue, de la dyspnée, de l'hypothymie, et elle résulte d'une part de la perte de la contribution de la systole atriale dans le débit cardiaque, et d'une autre part par certaines contractions atriales asynchrones qui se produisent pendant la systole ventriculaire lorsque les valves auriculoventriculaires sont fermées, ce qui entraîne une augmentation de la pression atriale. On note aussi la stimulation ventriculaire qui peut provoquer des ondes P rétrogrades, cause supplémentaire de contraction atriale pendant la systole ventriculaire et qui peuvent être un facteur majeur du syndrome du pacemaker. Sur cette image, la stimulation VVI chez un patient sans onde de P présente. La sonde du ventricule droit est positionnée dans la chambre de chasse du ventricule droit, car le QRS il est positif dans les dérivations inférieures. Un échec intermittent de capture est observé comme au niveau de la flèche. Il s'agit en réalité d'un pacemaker temporaire. La chambre de chasse est une position qui est instable pour un pacemaker temporaire. Le mode DDI est une stimulation séquentielle auriculoventriculaire non synchrone avec les ondes de P avec une détection au niveau des deux chambres. Le mode DDI est semblable au mode DDD, mais sans possibilité de suivi atrial. Dans le mode VDD, la détection s'effectue dans l'oreillette et dans le ventricule, mais la stimulation ne s'effectue que dans le ventricule. Il fournit une simulation synchronisée sur l'oreillette détectée. S'il n'y a pas d'événement atrial, la simulation devient à type VVI à fréquence de base. Ce mode n'est donc pas approprié pour les patients présentant une dysfonction sinusale, car aucune stimulation atriale n'étant possible. Le mode VDD est plutôt adapté chez les patients avec bloc auriculoventriculaire complet, avec une fonction sinusale et une fonction chronotrope normale. Il peut aussi être utile pour les patients présentant un BAV congénital, à condition que la position du dipôle atrial soit parfaite. Le mode DDD permet une réponse à la détection inhibée et déclenchée. Il assure la synchronisation auriculoventriculaire sur une activité atriale détectée ou stimulée. Le mode DDD est censé répondre aux caractéristiques présentées par l'ensemble des patients implantés. DDD égale AAI plus VAT plus VVI. Dans le mode DDD, le pacemaker suit l'onde P et stimule le ventricule chaque fois qu'une onde P n'est pas suivie d'une activité ventriculaire. Après une onde P, le pacemaker attend un certain temps avant de stimuler le ventricule. Ce temps s'appelle l'intervalle AV. Cette fonction est la fonction VAT ou bien stimulation séquentielle AV, où le pacemaker détecte dans l'oreillette, puis déclenche le ventricule. Il peut suivre la tachycardie sinusale jusqu'à un certain rythme, ou bien jusqu'à la fréquence maximale de suivi. Le pacemaker stimule l'oreillette si l'onde P est absente en cas de dysfonction sinusale et laisse la conduction spontanée vers le ventricule, comme dans la fonction AAI. En cas de dysfonction sinusale combinée à un bloc auriculoventriculaire sévère, le pacemaker stimule séquentiellement l'oreillette puis le ventricule. Le mode DDD est plus physiologique que le mode VVI. Il préserve la synchronie auriculoventriculaire et la contribution de l'oreillette au débit cardiaque. Il améliore les symptômes et la qualité de vie par rapport au VVI et réduit l'incidence de fibrillation auriculaire. La stimulation DDD est indiquée pour les patients atteints de maladies du nœud sinusal et du nœud auriculoventriculaire. Si le patient développe une FA, les appareils en mode DDD détectent l'activité excessive dans l'oreillette et passent en mode VVI ou, dans certains cas, en mode DDI. Lorsqu'une stimulation DD est réalisée chez des patients sans maladie du nœud AV, il convient de s'assurer que seule l'oreillette soit stimulée par le pacemaker et que la conduction normale vers le ventricule soit préservée, minimisant ainsi la stimulation excessive du ventricule droit. L'intervalle AV programmé ici doit être long, arrivant jusqu'à 250 millisecondes si toléré. La stimulation du ventricule droit entraîne des contractions disynchrones au sein du ventricule gauche et entre les deux ventricules droit et gauche, ce qui peut diminuer la fonction du VG avec le temps, en particulier chez les patients qui présentent déjà une dysfonction VG préexistante. La stimulation du ventricule droit entraîne un complexe QRS large avec une morphologie typique de bloc de branche gauche. En général, l'axe est dévié à gauche, sauf en cas de stimulation de la chambre de chasse du ventricule droit où l'axe est vertical. Le complexe QRS doit être négatif dans les dérivations de V1 jusqu'à V3 comme dans le BBG. Un QRS position V3 signale une stimulation du VG et donc une stimulation biventriculaire ou bien une perforation du septum par la sonde du VD. Rarement des ondes Q peuvent apparaître dans les dérivations latérales, mais comme dans le BBG,
Il ne doit pas y avoir d'aspect QR dans les dérivations précordiales ou inférieures. Dans la stimulation apicale du ventricule droit, le complexe QRS est caractérisé par un axe gauche et par une négativité dans les dérivations inférieures. Il présente une morphologie de BBG et donc le QRS peut être négatif dans V1, V3 et positif dans V4 jusqu'à V6 et sur les dérivations latérales. Cependant, le vecteur de dépolarisation peut aussi s'éloigner de toutes les dérivations précordiales, conduisant à un aspect QS profondément négatif sur tout le précordium et peut s'éloigner vers la droite, produisant un QRS négatif dans la dérivation D1. Si le vecteur est orienté vers la droite, le QRS peut paradoxalement être positif en V1, V2, simulant une stimulation du ventricule gauche. Dans la stimulation de la chambre de chasse du VD, la dépolarisation s'oriente vers la dérivation inférieure avec un axe vertical. Le QRS peut être positif ou négatif dans la dérivation D1. Dans les dérivations précordiales, le QRS simule une morphologie de BBG et contrairement à la stimulation apicale, il ne peut pas être négatif sur toute la longueur de dérivation précordiale. Je vous parle des intervalles et des périodes réfractaires. Un pacemaker VVI se caractérise par deux intervalles de base. L'intervalle de fréquence minimale ou la fréquence de base de la stimulation et la période réfractaire ventriculaire, période pendant laquelle le pacemaker ne peut détecter aucun signal ni réinitialiser son chronométrage. Un pacemaker DDD se caractérise par quatre intervalles de base. L'intervalle de fréquence minimale, c'est-à-dire l'intervalle de base entre les oreillettes P stimulées, les ondes de P stimulées. Période réfractaire ventriculaire, elle se produit après un événement ventriculaire détecté ou stimulé. Cela empêche la sonde ventriculaire de détecter l'énergie résiduelle de son propre spike ventriculaire, de détecter ou doubler le comptage du complexe QRS ou de l'onde de T. La période réfractaire atriale post-ventriculaire, ou plus simplement la PVARP, elle commence immédiatement après le début d'un événement ventriculaire. Une activité atriale survenant pendant la PVARP ne peut initier la stimulation synchrone de l'onde de P. La PVARP est conçue pour empêcher, d'une part, la détection de l'activité ventriculaire par le canal atrial et son suivi, le far field ventriculaire. La détection est suivie d'une extrasystole atriale ou d'une onde de P rétrograde survenant après une extrasystole ventriculaire. Si le pacemaker suit ces ondes de P précoces, une tachycardie par réentrée électronique peut être initiée. Une PVARP longue permet de protéger contre la tachycardie par réentrée électronique. En dernier, le délai AV programmé qui est à partir d'une onde de P détectée ou bien un délai AV stimulé après une onde de P stimulée. Une onde P spontanée détectée déclenche un délai AV détecté. C'est une période réfractaire atriale. Une onde P stimulée déclenche un blanking, une fenêtre de sécurité et un délai AV stimulé. Il faut savoir que le délai AV détecté optimal est plus court que le délai AV stimulé pour différentes raisons. La détection de l'onde de P ne s'effectue jamais au tout début de l'onde de P de surface, mais au passage de l'onde de dépolarisation atriale sous l'électrode. Elle est souvent tardive par rapport au début de l'onde par rapport au début de l'onde de P de QRS, de l'onde de P de l'ECG de surface. Lorsque l'onde de P est stimulée, le temps de conduction entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche est allongé. La différence entre les délais AV détectés et stimulés dépend donc de la position de la sonde dans l'oreillette droite. Parlons du blanking. Pendant cette période, le canal atrial n'enregistre pas d'événement. La période du blanking est initiée par un événement atrial stimulé ou détecté. Bien que l'électrocardiogramme soit visible, aucun symbole ou marqueur de pacemaker ne sera affiché car l'événement n'est pas détecté. Les événements se produisant pendant la période de blanking ne seront pas comptabilisés dans la détection de la tachycardie atriale. La période réfractaire ventriculaire post-atriale est une période de blanking ventriculaire programmable déclenchée après un stimulus atrial. Elle est destinée à éviter la détection du stimulus atrial par la chaîne de détection ventriculaire qui entraînera une inhibition ventriculaire. Ces périodes, toutes les deux, elles sont habituellement programmées avec des durées relativement courtes, entre 20 et 40 millisecondes. La fenêtre de sécurité, sans stimulation ventriculaire de sécurité, une extrasystole ventriculaire survenant pendant la stimulation atriale entraîne une détection ventriculaire et lance un intervalle de fréquence minimale, inhibant ainsi la stimulation ventriculaire, ce qui fait apparaître la prochaine onde de P stimulée plus tôt que prévu. Avec la stimulation ventriculaire de sécurité, si un battement prématuré ventriculaire survient pendant la fenêtre de sécurité,
Cela entraîne une impulsion supplémentaire de stimulation ventriculaire à la fin de la période de sécurité, bien avant la phase de l'onde T, ce qui permet d'éviter un danger potentiel. Passons par la suite aux périodes réfractaires. La période réfractaire ventriculaire, c'est tout événement détecté ou simulé dans le ventricule déclenche une période de blanking ventriculaire. Elle est destinée à empêcher le double comptage de l'onde R ou la détection de l'onde T. La période réfractaire atriale post-ventriculaire est déclenchée par une détection ou une stimulation ventriculaire. Elle est destinée principalement à empêcher la détection d'ondes P rétrogrades susceptibles de déclencher des tachycardies par réentrée électronique. Lorsque le stimulateur fonctionne en mode DDI, la PVARP empêche l'inhibition atriale par la détection d'ondes P rétrogrades. Un chapitre dédié sur l'optimisation de la PVARP et du DAV va être discuté dans le cours prochain du troubleshooting. Je vais rappeler également quelques algorithmes et fonctionnalités avancées. En premier, l'asservissement de fréquence. Les patients atteints de dysfonction sinusale nécessitant un pacemaker ont souvent une incompétence chronotrope, ce qui signifie que leur fréquence cardiaque de base n'augmente pas de manière appropriée pour répondre aux besoins métaboliques pendant l'exercice. De même, certains patients atteints de fibrillation atriale avec BAV complet ou avec une réponse ventriculaire lente ne parviennent pas à augmenter leur fréquence ventriculaire de manière appropriée avec l'exercice. Dans ces circonstances, les pacemakers avec fonction d'asservissement de fréquence sont appropriés. Avec le R activé, un capteur surveille l'activité et augmente la fréquence cardiaque minimale. L'objectif est de fournir une réponse physiologique en augmentant la fréquence cardiaque et ainsi que le débit cardiaque. Le taux auquel la fréquence cardiaque augmente est aussi important que l'ampleur de l'augmentation. En général, une réponse devrait se produire dans les 10 secondes suivant le début de l'effort et la fréquence cardiaque maximale requise pour ce niveau d'activité devrait être atteinte entre 90 et 120 millisecondes et 120 secondes de l'exercice. À la fin de l'exercice, la fréquence cardiaque devrait revenir à la normale en 60 à 120 millisecondes. Le repli, le mode switch ou la commutation automatique du mode. De nombreux patients porteurs de pacemaker à double chambre présentent des arythmies atriales paroxystiques. La fréquence atriale lors du flotteur ou de la fibrillation atriale dépasse souvent les 300 battements par minute. En simulation DDD, le dispositif tentera de suivre la fréquence atriale rapide dans les limites définies par les périodes réfractaires programmées et par la fréquence cardiaque maximale de suivi. La stimulation ventriculaire rapide provoque, provoque des symptômes tels que des palpitations, une dyspnée et la fatigue. Les algorithmes de repli sont utilisés pour détecter les fréquences atriales rapides et changer le mode de stimulation en un mode de suivi non atrial, généralement VVI ou parfois DDI, permettant ainsi au pacemaker d'ignorer la fréquence atriale. La commutation de mode se produit lorsque la fréquence atriale détectée dépasse une valeur de fréquence de tachycardie atriale programmée. Par définition, cette valeur doit être plus rapide que la fréquence cardiaque maximale de suivi. Elle est généralement programmée aux alentours de 175 battements par minute. Pour éviter la commutation de mode après des ectopies atriales ou des courtes périodes de tachycardie atriale, des fonctionnalités supplémentaires sont généralement nécessaires. Par exemple, au moins 4 cycles courts sur 7 ou une fréquence atriale moyenne rapide. La surveillance du rythme est continue pour pouvoir revenir au mode initial une fois que la tachycardie atriale s'arrête. Ceci est l'exemple de l'interface biotronique pour la commutation du mode. On peut programmer plusieurs paramètres concernant le repli, comme la fréquence d'intervention, les critères de démarrage et les critères d'arrêt. L'évitement de la stimulation ventriculaire droite réduit le risque de fibrillation atriale, d'insuffisance cardiaque et d'AVC, selon les données post-hoc des essais Most et David. Même si l'intervalle de fréquence minimale est de 1 seconde, le pacemaker peut ne pas commencer à simuler tant qu'une pause de 1,5 secondes n'est pas survenue. En d'autres termes, le pacemaker peut ne pas commencer à simuler avant que la fréquence ventriculaire ne descende à 40 battements par minute, après quoi il commencera à simuler à 60 battements par minute. Cela correspond à la fonction hystérésis de fréquence d'un pacemaker, qui a pour but de réduire la charge de stimulation ventriculaire droite. L'hystérésis de fréquence prolonge la durée de vie de la batterie en évitant la stimulation inutile et augmente la possibilité de maintenir le rythme intrinsèque. Les algorithmes d'hystérésis du délai AV sont basés sur le mode DDD, où le délai AV est prolongé afin de rechercher une conduction ventriculaire intrinsèque. Si un événement ventriculaire est détecté, le délai est prolongé séquentiellement jusqu'à un intervalle maximal programmé.
tant qu'une conduction intrinsèque est détectée. Si aucun événement n'est détecté, le ventricule est simulé et les paramètres sont réinitialisés pour une période déterminée avant que la recherche de la conduction AV ne recommence. Différents modes ont été proposés par les constructeurs pour réduire le pourcentage de stimulation ventriculaire excessive sans compromettre la sécurité du patient lors de la survenue d'un trouble de la conduction auriculoventriculaire. L'indication privilégiée de ce type de mode est donc l'existence d'une dysfonction sinusale avec une conduction auriculoventriculaire préservée ou altérée de façon paroxystique. Les options comportent soit une stimulation atriale unique en mode AAI avec un risque de passage en BAV, soit une prolongation fixe du délai AV. Au mieux, on peut essayer les algorithmes d'hystérésis du délai AV où le délai AV est prolongé pour chercher une conduction ventriculaire intrinsèque. Si aucun événement n'est détecté, le ventricule est stimulé. C'est comme le cas du AV Search Plus de Boston Scientific et du VIP de Abbott. Et enfin, des algorithmes de commutation de mode qui passent entre les modes AAI et DDD selon la conduction ventriculaire intrinsèque. Ces algorithmes sont plus efficaces que les algorithmes d'hystérésis de délai AV pour réduire la stimulation ventriculaire, bien qu'ils puissent entraîner des périodes très courtes de bloc AV. On note le rythmique de Boston Scientific, le MVP pour Medtronic, le Safe Air pour Sorin et le VP Suppression pour Biotronic. Les fonctions avancées qu'on peut programmer, c'est le mode IRM, le mode sommeil, les moniteurs de congestion et du syndrome d'apnée de sommeil, la télécardiologie par le remote monitoring, les fonctions automatisées comme la stimulation ventriculaire de sécurité, dans la fenêtre de sécurité, la stimulation atriale non compétitive qui permet de minimiser la compétition entre le rythme sinusal de base et le rythme sensor driven rhythm, les algorithmes de prévention et algorithmes de thérapie pour les arythmies atriales, la détection et les algorithmes anti-TRE, TRE étant tachycardie par électronique, le rate drop response, surtout chez les patients qui font des syncopes cardio-neurogéniques suite à des baisses brutales de fréquence cardiaque, et l'autocapture avec l'ajustement automatique de sortie. Les problèmes fréquemment rencontrés sont la surdétection, c'est-à-dire la détection excessive de signaux non cardiaques. La sous-détection, c'est une sous-sensibilité avec une non-détection des signaux cardiaques intrinsèques qui conduit à une stimulation excessive. La perte de capture, l'absence de réponse cardiaque malgré une impulsion délivrée. La stratégie d'optimisation comporte la vérification des seuils, des stimulations et les réglages de sensibilité et l'adaptation des délais AV pour une synchronisation optimale. Toutes ces situations vont être traitées dans le cours suivant du troubleshooting. Cette dernière repose sur les indications d'implantation d'un pacemaker. On en retient les indications de classe 1, le bloc oculoventriculaire du deuxième au troisième degré avec une bradycardie et symptômes, avec une asystolie de plus de 3 secondes, une pause ou une fréquence cardiaque inférieure à 40 battements par minute pendant l'éveil, une bradycardie induite par les médicaments quand ces derniers ne peuvent pas être arrêtés, après ablation d'une auriculoventriculaire, en période post-opératoire avec un BAV qui n'est pas censé se résoudre, et en association avec une maladie neuromusculaire avec ou sans symptômes. Les patients ayant un bloc bifasciculaire ou trifasciculaire avec un bloc avec de troisième degré intermittent, un bloc avec deuxième degré de type Mobitz 2 ou un bloc de branche alterné. Également, pour des recommandations de classe 1, on note la dysfonction du nœud sinusal avec des pauses symptomatiques, l'incompétence chronotrope symptomatique, la tachycardie ventriculaire pause dépendante avec ou sans QT prolongé et la syncope récurrente causée par l'hypersensibilité du sinus carotidien avec des pauses ventriculaires de plus de 3 secondes. On passe à l'interrogation de base d'un pacemaker. La programmation du pacemaker veut dire la configuration non invasive des différents paramètres de celui-ci. La télémétrie ou l'interrogation, par contre, c'est le recueil des informations enregistrées lors de l'interrogation. Ce ne sont pas deux étapes distinctes, mais elles peuvent se réaliser en même temps grâce à un programmateur. Tous les simulateurs cardiaques contemporains disposent de nombreux paramètres programmables pouvant être modifiés pour optimiser le fonctionnement du stimulateur, disposer d'un minimum d'un défibrillateur, d'un aimant et d'un chariot d'urgence. Avant de commencer, il faut savoir localiser les boutons d'urgence dont on peut avoir besoin.
surtout quand on exécute des tests sur un patient dépendant. Il peut être physique, comme sur le programmateur de l'attitude de Boston, ou sur l'écran, comme sur la tablette de Kerling de Medtronic. L'interrogation d'un pacemaker ne suit pas un ordre spécifique prédéfini. Par ailleurs, chaque fabricant propose une checklist de différentes étapes à vérifier. Ceci est l'exemple de la task list de Medtronic qu'on ne suit pas forcément au moment de l'interrogation. Je propose ce modèle d'interrogation après avoir vérifié les informations du patient. On peut vérifier l'état de la pile et sa longévité. Le test allaitement étant très rarement effectué et n'est plus systématique actuellement, il est plutôt utilisé pour reconnaître le fabricant du pacemaker ou de reconnaître si l'indice de remplacement électrique est atteint, en attente de programmateur bien sûr. Les paramètres de sonde à vérifier systématiquement sont les impédances de sonde pour s'assurer qu'ils sont électriquement intacts, les seuils de capture pour vérifier une marge de sécurité de simulation appropriée, les seuils de détection pour vérifier une marge de sécurité de détection appropriée et probablement même observer le rythme sous-jacent. Et on finit par lire les données et les EGM enregistrés afin d'optimiser la programmation. La tension maximale dans une batterie du stimulateur cardiaque est de généralement 2,8 volts. Le temps de remplacement recommandé est quand la pile est 2,5 ou 2,4 volts. De nombreux appareils estiment la durée de vie restante en fonction du pourcentage de stimulation de l'impédance descendante et des amplitudes de sortie. Le test alément a évolué comme moyen d'évoluer si les critères du ERT sont atteints. Lorsqu'un aimant est appliqué, le stimulateur passe en mode asynchrone avec des fréquences cardiaques préprogrammées. L'enregistrement obtenu permet d'obtenir des informations sur la longévité de la pile, voire même reconnaître le fabricant du bout. Pour certains simulateurs cardiaques, comme pour Boston, le placement d'un aimant permet d'enregistrer un EGM. L'impédance des sondes. La plage varie entre 300 et 1200 ohms, voire même entre 200 et 2000 ohms généralement. L'impédance des sondes est un paramètre important à vérifier. Il peut avertir sur la perte de l'isolation ou la fracture des sondes. À l'implantation, une impédance élevée pourrait indiquer une vis de serrage qui est lâche. L'impédance des sondes n'est qu'un paramètre fiable que quand c'est anormal. Ça veut dire qu'il y a forcément un problème quand l'impédance est anormale. Par contre, une impédance normale ne veut pas systématiquement dire que les sondes ne sont pas bonnes. Il faut toujours penser à comparer la valeur d'impédance actuelle aux valeurs de référence et de vérifier les histogrammes d'impédance dans les données enregistrées. Le seuil de stimulation est la valeur minimale de stimulation à laquelle le myocarde est capturé de manière cohérente en dehors de sa période réfractaire. C'est un paramètre très important car il permet une programmation adéquate. Il est exprimé en termes de tension et de durée d'impulsion. En général, la durée d'impulsion est fixée à 0,5 ou bien 0,04 millisecondes et c'est l'amplitude qu'on diminue. Le seuil de stimulation doit être recherché pour permettre une capture fiable tout en maximisant la longévité du boîtier. Il faut toujours garder une marge de sécurité du double fois 2 avec une valeur minimale de 2,5 volts. Une marge plus inférieure est une marge dangereuse. Pour effectuer le test, vous devez informer le patient de ce que vous allez faire. Ça veut dire lui dire qu'on va accélérer le pouls. La simulation est forcée à une fréquence plus élevée que sa fréquence de base. Vous pouvez utiliser le mode AAI si le patient a une conduction AV. Sinon, le mode DDD. Au niveau ventriculaire, il est préférable d'utiliser le mode VVI. Baissez périodiquement la valeur de test. Ceci est en général fait de manière automatique. Arrêtez le test dès que s'affiche LOC, Loss of Capture, ou bien PDC, perte de capture, sur le CG. La valeur juste en dessus de la perte de capture est égale au seuil. Ici, à 1 volt, nous remarquons une perte de capture. Le seuil est alors à 1,25 volts. Le seuil automatique fait le seuil automatique fait par les programmateurs suit la même logique en diminuant par palier de 2,025 volts d'amplitude jusqu'à la perte de capture. Ici, un rappel sur la marge de sécurité à respecter. Un rapport voltage programmé sur voltage seuil inférieur à 2, il est risqué. La marge de sécurité est d'autant plus importante chez les patients dépendants de stimulateurs cardiaques, chez les patients placés sous médicaments pouvant modifier le seuil de stimulation, chez les patients sous hémodialyse chronique ou présentant d'autres anomalies métaboliques où il peut y avoir de larges variations hydroélectrolytiques. Le seuil de détection,
quant à lui, il correspond à la valeur minimale du signal requise pour inhiber en mode VVI ou déclencher en mode DDD. Le processus du test s'effectue comme suit. Informez le patient de ce que vous allez faire. On va lui dire que le rythme va être plus lent. Réduisez le rythme de stimulation pour permettre aux événements intrinsèques de se produire et gardez un pacing de sécurité à 30 cycles par minute, par exemple. Le programmateur permet la mesure automatique des ondes de P et des ondes R pour la façon automatique. La deuxième méthode, plus manuelle, elle consiste à augmenter périodiquement la sensibilité du pacemaker par palier de 0,5 jusqu'à la perte de capture ou de l'inhibition. La valeur juste en dessous de celle où la stimulation se produit est la taille de l'onde de P ou la taille de l'onde de R. Une onde de P est considérée normale lorsqu'elle est supérieure à 1 milliseconde, 1 millivolt, et une onde de R supérieure à 5. Une mesure automatique de l'onde de R qui montre qu'il varie entre 13 et 14 millivolts. Tous les simulateurs modernes permettent une mesure automatique du seuil de stimulation avec une adaptation automatique de l'amplitude délivrée par la sonde ventriculaire. Il est possible de programmer une adaptation automatique de sortie avec une vérification cycle à cycle de l'efficacité de la capture. C'est le modèle de l'autocapture permettant de délivrer des amplitudes très proches du seuil avec une stimulation de sécurité à très haute amplitude en cas de perte de capture. Il est disponible pour les simulateurs de Biotronic, Boston Scientific et Abbott. Comme on peut adapter la programmation pour des durées assez prolongées après réalisation planifiée de contrôle de seuil, mais sans vérification entre des cycles à cycle, c'est le modèle de l'autoseuil de Medtronic ou de Microport qui nécessite de marges de sécurité beaucoup plus importantes. L'asservissement de fréquence doit être programmé en cas d'insuffisance chronotrope. Le repli doit être systématiquement sur on. Le délai AV doit être optimisé pour favoriser la conduction intrinsèque et pour réduire la stimulation de watts excessive. La pivot doit être bien programmée pour protéger contre le TRE et le 2 pour 1. La bonne optimisation des paramètres de sonde et de la programmation permet de prolonger la longévité des simulateurs. Les données enregistrées doivent toujours être corrélées aux symptômes, à savoir les histogrammes de fréquence qui peuvent nous renseigner sur les arythmies, les pourcentages de stimulation pour juger de l'efficacité de notre programmation et les EGM enregistrés pour confirmer les actitudes du diagnostic fourni par le pacemaker. Nous allons passer en revue deux cas cliniques. Le premier exemple, programmation d'un pacemaker double chambre Medtronic pour un BAV complet. Voici l'interface d'accueil du programmateur Medtronic avant implantation. La première étape consiste à vérifier la longévité de l'appareil. La jauge en haut et à gauche doit être en vert. Si ce n'est pas le cas, et donc si la couleur est grise, cela indique que le boîtier a été longtemps oublié dans la réserve et que sa longévité ne sera plus optimale. Vous voyez en haut, Implant Detection in Progress. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 30 premières minutes post-implantation du pacemaker va se comporter en mode DDD, le temps de faire les tests automatiques, de vérifier les impédances et les polarités des sondes. Puis ensuite, il va passer en mode AAI DDD. C'est le mode MVP qui est le mode par défaut de Medtronic. Si on clique sur Patient, ici, il est capital d'inscrire la donnée du patient, ses antécédents, les références des sondes, la date d'implantation et l'indication. Sans nom inscrit, il est impossible d'effectuer une télécardiologie. Pas de remote monitoring sans nom inscrit. Dans quelques marques de pacemaker, le fait de ne pas mentionner la date d'implantation va fausser la longévité estimée sur l'écran d'accueil. Donc, ceci est une étape primordiale. Si on clique sur Paramètres, ceci est la programmation et les valeurs nominales d'un pacemaker double chambre de Medtronic. La première chose qu'il faut programmer pour un patient en BAV complet, c'est le mode. On doit le mettre sur DDD, car le mode MVP est conçu pour la dysfonction sinusale. Il faut garder le pacemaker sur ce mode AAI-DDD. Le fait de le garder comme ça, c'est pas la fin du monde, mais ça devrait entraîner un blocage intermittent des ondes de P au moment de la recherche d'une conduction avec spontanée. La deuxième question qui se pose, c'est l'asservissement de fréquence. Chez les patients en bloc auriculoventriculaire complet, on n'a généralement pas d'insuffisance chronotrope, donc on préfère de ne le pas programmer systématiquement. Si après un contrôle, on note une insuffisance chronotrope sur le histogramme de fréquence cardiaque enregistré, on peut le reprogrammer. Le mode switch est par défaut sur on. Je recommande de le garder systématiquement comme ça. C'est Medtronic
Par rapport à l'interface de Bitronic que je vous ai projeté tout à l'heure, il n'y a pas plein de, il n'y a pas de plein d'autres paramètres à programmer. Le mode switch, c'est uniquement on ou off. On n'a pas d'option de programmer les critères d'arrêt ou les critères de déclenchement. L'étape suivante, c'est la fréquence maximale de suivi ou bien le upper tracking rate. Pour un patient en bloc auriculo-ventriculaire complet, surtout quand il est jeune, on n'a aucune raison de limiter sa fréquence maximale de suivi. Si le rythme atrial spontané dépasse la fréquence cardiaque, la fréquence de suivi maximale, à chaque X battement, on va avoir une paix bloquée qui tombe dans la PVARP. Comme ici, nous avons une oreillette qui est là, mais qui n'est pas conduite, qui est bloquée. C'est un comportement de Wenckebach, aussi appelé upright behavior. Donc, vaut mieux le laisser sur 145 par exemple, voire plus, si le BAV survient chez un sujet jeune et que c'est un BAV complet congénital. On peut aussi remarquer que le programmateur nous indique le point du 2 pour 1 dynamique pour les fréquences et pour le délai AV actuellement programmé. Ici, le délai AV, il est de 150 millisecondes. Si je le reprogramme sur 300 par exemple, on remarque sur le tracé que toute autre onde de P va tomber sur la pivot et va être bloquée. Ceci est le bloc 2 pour 1. Donc, pour faire simple, pour prévenir le Wenckebach behavior, il faut optimiser la fréquence maximale du suivi. Pour prévenir le 2 pour 1, il faut optimiser le délai AV et le mettre sur un rate adaptive. Ça veut dire qu'il va se raccourcir à l'effort. La pivot est aussi à ajuster. On va cliquer dessus. La pivot auto veut dire qu'elle va se raccourcir avec la tachycardie. Elle doit être longue, assez longue par rapport au délai VA pour éviter une tachycardie par réentrée électronique et assez courte pour éviter le bloc de 2 pour 1. En cas de BAV congénital, on est plus ou moins sûr qu'il n'y a pas de conduction rétrograde, donc on programme une PVARP courte d'emblée, évitant à tout prix le point de 2 pour 1. En cas de BAV complet et de conduction rétrograde persistante, il faut programmer le rate adaptive heavy delay avec une auto-PVARP car une PVARP courte est égale à une tachycardie par réentrée électronique. Donc, si on revient et on clique sur Options avancées ou bien Additional Features, la PMT, Pacemaker Mediated Tachycardia Intervention, elle est sur On et il faut toujours la garder sur On. Elle est sur Off par défaut sur quelques boîtiers, mais sur la dernière génération, toujours sur On. De même, si on veut, on peut mettre la réponse aux extrasystoles sur On, le pacing en filtre de sécurité également sur On. Le rate drop response, c'est un hystérésiste de fréquence cardiaque qu'on peut activer. Il agit en réponse à une chute brutale de fréquence cardiaque dans les syncopes neurocardiogéniques. Ce n'est pas le cas chez ce patient. Les autres paramètres qui restent à programmer, si on clique sur amplitude, ce tableau s'affiche. Et sur la capture management, si on clique sur l'une des deux cases, trois options s'affichent, soit off, monitor ou adaptive. Donc, soit aucune mesure automatique, soit une mesure des seuils, mais sans modification de la programmation. Puis on a adaptive, qui fait pareil, mais qui adapte les valeurs de sortie. Malgré que ça s'appelle capture management, les simulateurs métroniques ne vérifient pas systématiquement la capture après vérification. Donc, si on programme sur adaptive, il faut mettre obligatoirement une bonne marge de sécurité ici, avec un minimum du double. Et il faut savoir que ce mode adaptif ne peut pas fonctionner avec des seuils au-delà de 5 volts. Donc, si le seuil avec la marge de sécurité, donc si le double du seuil arrive à 5 volts, on préfère le laisser sur monitor. Chez les patients BAV complet, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la surdétection ventriculaire, car le patient peut passer en asystolie. Ce qu'on cherche à détecter en fait sur les canaux atriales, c'est plutôt les extrasystoles ventriculaires, car on n'a pas d'onde de R spontanée de toute façon chez ce type de patient. La valeur par défaut de détection sur les appareils de Medtronic est de 0,9 millivolts. Ici, on l'a reprogrammé à 1,2 pour éviter l'oversensing. Sur les polarités de détection de simulation, on vaut mieux tout garder sur bipolaire. Donc, au total, pour un patient en BAV complet, le mode à programmer est le mode DDD. Le mode switch doit toujours être sur on. La fréquence cardiaque minimale et la fréquence cardiaque maximale du suivi doivent être programmées en fonction du patient, de son âge et de ses comorbidités.
L'intervalle AV il doit être mis sur adaptif. L'asservissement de fréquence, il est sur off, sauf en cas de présence d'insuffisance chronotrope. Sur amplitude, on peut la mettre sur monitor ou bien adaptive, mais dans ce cas, on garde une bonne marge de sécurité. Pour la sensibilité, il vaut mieux qu'elle soit en bipolaire, mais il faut penser à ajuster le seuil ventriculaire pour éviter à tout prix un oversensing. Pour la PVARP, il est sur auto et le raisonnement pour la raccourcir ou bien l'allonger doit être taillé sur mesure. Les options avancées, pour les options avancées, il faut surtout garder l'intervention PMT sur on pour arriver à détecter et arrêter les tachycardies par entrée électronique. Je passe au deuxième exemple. C'est le suivi d'un pacemaker double chambre implanté pour une dysfonction sinusale. Ceci est un Alizea. C'est un pacemaker de nouvelle génération de microportes. La première chose qui saute aux yeux, c'est Warnings and Observation. On a zéro alerte et quelques observations. La longévité est bonne, elle est supérieure à 7 ans. Le voltage est 3,05 volts. Il est proche du BOS, Beginning of Service. Et c'est pour ça que le magnet rate affiche 96 battements par minute. On voit les mesures automatiques de descente qui sont réalisées le jour même de l'examen et qui sont bonnes. En haut à droite, nous avons les paramètres de programmation avec le mode qui est Safe Air Air. C'est un mode qui vise à minimiser la stimulation excessive du ventricule droit. En bas, nous avons les statistiques de stimulation. On est à 99% de ventricular sensed VS, ce qui est logique en cas de dysfonction sinusale. Donc, si on clique sur Diagnostic AIDA, en sommaire, on voit successivement les courbes d'historique de fréquence cardiaque, de pourcentage de stimulation, du temps en fibrillation atriale et des capteurs de l'apnée de sommeil. Si on clique sur pacemaker, cette première courbe montre la distribution de la fréquence cardiaque par semaine. Ici, AutoSensing montre les mesures automatiques faites des ondes de P et ondes de R. On peut les voir soit par semaine, soit par 6 mois. Statistiques montrent entre autres le temps passé en repli et le nombre de TRE qui sont ici sur 0. Le pacemaker lead follow-up montre les courbes de paramètres des sondes. Si on clique sur Avec Conduction, ici on voit le nombre de fois que le patient a passé en BAV ou en pause et donc le nombre de passages en DDD grâce au mode Safe Air. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 critères de switch du mode AAI au mode DDD pour Safe Air de microporte. La pause, le BAV de premier degré, le BAV de deuxième degré et le BAV complet. Nous avons aussi des tableaux où on peut voir précisément le nombre de fois que ça s'est passé, le jour au repos ou à l'effort, ou carrément le soir. Seuls les pacemakers microportes permettent ou fournissent cette quantité d'informations. Donc, si on clique sur paramètres, le mode, comme vous voyez, c'est le mode Safe Air Air. C'est un asservissement de fréquence en plus de la fonction AAI-DDD. Sur microport, la fréquence maximale du suivi et la fréquence maximale d'asservissement se programment toutes les deux sur max rate. On ne peut pas les programmer séparément. Donc, on n'a pas toujours d'intérêt à mettre un grand max rate, surtout si le patient est coronarien. Si vous voyez la sensibilité, 0,6, c'est la valeur nominale sur Alizea au niveau atrial pour permettre de détecter la FA. 1,5, c'est la valeur nominale en ventriculaire. Ici, elle a été reprogrammée à 2 millivolts, sinon la sonde devient très sensible. Dans la colonne de l'autosensing, on préfère la garder sur monitor, ce qui permet de répéter les mesures mais sans modifier la programmation. On peut aussi la programmer sur auto, sur auto-save ou auto-threshold. Comme sur Medtronic, si on met sur off à l'interrogation, on ne va pas avoir de mesures enregistrées. Si on la garde sur monitor, le pacemaker va faire des calculs chaque 6 heures du seuil au niveau de l'oreillette et une fois par jour au niveau du ventricule. Et le fait de la mettre sur auto, il permet l'adaptation automatique de la programmation. L'amplitude de la marge de sécurité, si elle a été mise sur auto, doit obligatoirement être ici par le double, fois 2. Les paramètres d'amplitude minimale, de maximale les amplitudes et l'amplitude de simulation de sécurité sont aussi programmables. Si on revient sur Brady,
On peut voir ce qu'on peut programmer comme critère de passage en DDD pour le mode SafeR. Ce qu'on peut programmer, c'est uniquement le PR, soit le délai AV, au repos et à l'exercice et la durée de la pause. Le bloc de deuxième degré, on peut pas le modifier. Pour les capteurs de l'asservissement, on peut choisir entre l'accéléromètre, la minute de ventilation ou bien tous les deux. Pour les autres fonctions, la fonction de repli, l'algorithme anti-TRE, elles vont toujours être programmées pour les patients qui sont suivis pour une dysfonction sinusale. Donc, pour récapituler, la dysfonction d'une sinusale, on a besoin d'algorithmes de réduction de la stimulation ventriculaire droite excessive car le problème est situé en amont d'une AV. Les algorithmes connus, c'est le MVP pour électronique, le SafeR pour microport, le VIP, le VIP pour Abbott, quoique le VIP, c'est plutôt un algorithme d'extension ou d'hystérésis de la AV. Le rythmique pour opération scientifique et le VIP suppression pour Bitronic. Le rate adaptif heavy delay sur off parce qu'on veut en même temps avoir une conduction auriculoventriculaire euh, intrinsèque préservé. Donc, le délai AV est théoriquement meilleur s'il est plutôt lent. Le R est à programmer si insuffisance chronotrope. Le low rate en dessous de la fréquence cardiaque sinusale si la bradycardie est symptomatique, bien sûr. La fréquence maximale du suivi à 110 en cas de conduction AV intacte et permet de limiter le risque de suivre une FA ou un flotteur. La fréquence maximale d'asservissement doit être adaptée selon le profil du patient. Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il est coronarien? La sensibilité atriale à garder sur bipolaire. Adaptive sensing pour arriver à détecter une FA et passer en mode switch. L'amplitude du pacing atrial doit être mise sur auto ou adaptive sans problème. La PIVA plutôt longue que courte, car le risque de TRE chez ce type de patient dépasse le risque de bloc de points. Les autres algorithmes ou bien les autres fonctionnalités à mettre sur on, l'intervention pour tachycardie par intra électronique, le non-competitive atrial pacing et la réponse aux extrasystoles. Donc, pour conclure, la programmation VBI ou TDD doit être adaptée aux besoins du patient. L'importance de l'interrogation périodique des dispositifs avec adaptation de la programmation en fonction des données enregistrées. Les perspectives futures en simulation comportent la simulation physiologique, la simulation du faisceau de His, ou bien au mieux, la simulation de la région de la branche gauche du faisceau de His. La simulation sans sonde permet de réduire les complications. Le message clé, c'est adopter les recommandations de la RA ou de la HRS pour une meilleure prise en charge. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Elias. Votre présentation est très intéressante. Merci beaucoup. Elle est pleine de nombreuses informations très utiles aux praticiens EP junior et senior. زكريا؟ نعم. نعم، شكرا جزيلا. نشكر الفريق المغربي لاشتراكه معنا في هذا الكورس الهام جدا أو هذه المراجعات العظيمة. نشكر الدكتور جميلي، الدكتور زكريا، الدكتور إلياس، كل الفريق المغربي الهمام. شكرا جزيلا. شكرا لك, c'est avec plaisir. شكرا. Thank you very much, Zakaria, and the Moroccan team from Marrakesh for their dedication, excellent presentations, and generosity in the information. Thank you very much. We will meet next week on Thursday, 7 to 9 Cairo time. Salaam alaikum.